Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée. François-Xavier Consoli, votre journaliste en titre au micro. Nous vous retrouvons ce soir pour une émission qui sera placée sous le signe de l'écologie, de la verdure. Je prends un ton un peu sarcastique, mais il s'agit de sujets importants. Nous faisons ce soir un son avec l'ami Fabien Niesgoda, qui est un habitué de nos ondes. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Fabien, tu es historien de formation, tu es professeur d'histoire, mais tu es également un militant écologiste de longue date, un spécialiste de l'écologie. Tu as notamment milité auprès d'Antoine Wechter et tu es également un spécialiste de la collapsologie, la science de l'effondrement des sociétés développées. Tu as donné ce soir une conférence dans le cadre des conférences que nous offre le Club du Mercredi, les amis du Club du Mercredi que nous saluons. Et cette conférence avait pour idée pivot de dépasser cette icône de l'écologie, cette grande lanceuse d'alerte quant au réchauffement climatique et à la catastrophe climatique qui arrive, qui est Greta Thunberg. Alors, pour faire simple et pour introduire le sujet, tu as expliqué dans ta conférence que Greta Thunberg n'était ni plus ni moins qu'un objet médiatique, pour faire court et simple, et un objet médiatique qui au final est une sorte d'aubaine pour les climato-sceptiques, puisque les climato-sceptiques ne se sont pas privés de lui tailler des croupières et clairement de se foutre à la fois de ce qu'elle est, mais également, par la même occasion, de son combat. Alors pourquoi, d'après toi, Greta Thunberg est une aubaine pour les climato-sceptiques ? Alors oui, en quelques mots, un mot déjà sur le côté icône. Ce qui me semble intéressant là, tout dernièrement, donc là on enregistre ça, on est sur la semaine où Greta Thunberg est intervenue devant l'ONU, a fait son discours How dare you, donc qui a été différemment commenté. Et donc jusque-là, effectivement, Greta Thunberg applaudie par les députés En Marche à l'Assemblée nationale, mise en avant par les ONG environnementales, et puis critiquée par Valeurs Actuelles, et puis par une bonne partie de la droite, et des climato-sceptiques en général, qui s'affichent ou pas à droite. Et cette semaine, il y a eu un petit élément qui peut faire bouger les lignes de façon intéressante, c'est que Macron a retourné sa veste en quelque sorte, puisque lui qui l'avait fait applaudir par ses députés Godillot il y a quelques semaines, avant de faire voter dans la foulée le traité de libre-échange avec le Canada, commence à dire qu'elle est vraiment radicale, qu'elle est très radicale, donc elle n'est plus autant systémo-compatible en quelque sorte qu'elle n'a pu y aller, donc qu'elle n'a pu l'être. Donc ça fait peut-être un peu bouger les lignes dans un sens qui est intéressant. Mais une aubaine, effectivement, pourquoi ? Parce que déjà, elle personnalise le débat. Pour ou contre Greta, c'est plus simple que pour ou contre le GIEC. Alors, le côté viral des réseaux sociaux fait qu'on va communiquer à coups de caricatures beaucoup plus facilement. Mea culpa, nous l'avons fait également sur Radio Lorraine Enragée. Donc c'était une sorte de teaser par rapport, j'imagine, à ce petit enregistrement. Donc effectivement, aubaine, à mon avis, plus pour les climato-sceptiques qui trouvent une cible facile que pour ceux qui se préoccupent, comme moi et comme beaucoup d'autres, du réchauffement climatique depuis longtemps. J'ai commencé à m'y intéresser, que si je recalcule bien, quand Greta Thunberg était en train d'apprendre à marcher ou à parler. Donc c'est un peu difficile des fois pour des gens qui pensent à ce sujet-là, à se voir ramener à la figure de Greta Thunberg. En fait, l'idée c'est vraiment de la dépasser, dans le sens où elle ou pas elle, en fait, le sujet continue à se poser. Mais c'était effectivement, je crois, l'occasion de revenir sur un certain nombre d'arguments, alors en dehors des caricatures sur lesquelles on peut passer assez vite, les arguments qui ont pu être mobilisés par les climato-sceptiques, qui sont assez souvent les mêmes. Donc j'ai voulu essayer, assez modestement, je ne suis pas scientifique moi-même, j'avais quand même quelques arguments en tête qui peuvent être assez facilement opposés aux climato-sceptiques. Alors j'y ai passé beaucoup de temps, pour ceux qui verront la conférence quand elle sera mise en ligne. Voilà, si cet aspect-là ne vous intéresse pas, ou si vous y êtes déjà sensible, l'aspect sur lequel je voulais peut-être davantage insister, mais qui m'a plutôt occupé la fin de la conférence, c'était dépasser Greta dans le sens, non pas uniquement de dire bon, elle a raison, qu'elle soit là ou pas, quoi, en quelque sorte, c'est que le sujet de l'alarmisme mérite d'être posé, que le réchauffement est un vrai défi majeur. Ce qui me semblait important à mettre en avant, c'était du coup la deuxième partie. Mon titre, c'était effectivement Dépasser Greta. J'avais sous-titré ça.
inconscience du déni, donc là c'était sur les climato-sceptiques qui me semblent être dans un déni de réalité. Et puis la deuxième partie, impuissance de l'alarmisme. Donc les alarmistes, dont Greta Thunberg est ces derniers mois devenu un peu l'icône, mais on en a eu d'autres avant, hein, Aurélien Barraud, Nicolas Hulot lui-même, qui a occupé un poste ministériel, mais qui était quand même avant tout dans une figure de lanceur d'alerte, pose, à mon avis, donc, sur des bases scientifiques solides, des constats alarmants, mais sont dans un schéma qui fait l'impasse sur le politique. Alors, si je résume un petit peu, alors c'est des réflexions qui me viennent en particulier de Laurent Mermet, qui avait mis en ligne un certain nombre de ses cours sur YouTube et auxquels je renvoie volontiers. Laurent Mermet nous montrait que la logique habituelle que suivent un certain nombre d'écologistes catastrophistes, et donc moi-même, mea culpa, j'ai longtemps été aussi dans cette logique-là, notamment quand j'ai mené des campagnes électorales. Le schéma est assez simple finalement, et c'est exactement celui qu'avait Nicolas Hulot, et quand il explique pourquoi il a démissionné, finalement, c'est parce que ce schéma-là n'a pas marché. Et Laurent Mermet essaye de décortiquer justement pourquoi ce schéma lui-même posait problème. Le schéma, quel est-il? C'est on pose un diagnostic alarmant, et donc là, a priori, a raison. On considère que va en découler, à force de marteler ce message, une prise de conscience dans la population, dans l'opinion publique. Que va découler de cette prise de conscience une action prioritaire et unanime, vu qu'une fois que tout le monde sera convaincu de la grandeur des enjeux, du danger qui nous attend, tout le monde va se mettre à réagir, et dans le même sens, on va pouvoir mettre l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique en priorité. Et ce qui va découler, dernière étape de cet engrenage un peu mécanique, c'est un changement de modèle. On va mettre en place un modèle nouveau. Et alors en quoi? Donc ça c'est à la fois Laurent Mermet qui met bien en avant ça, mais c'est aussi la relecture de grands classiques sur la politique. Max Weber sur l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité qui doivent se marier dans la vocation du politique. C'est Julien Freund aussi quand il nous explique ce qu'est la politique précisément, hein, le fait de décider, d'utiliser la force et le droit, d'arbitrer et de jouer dans un donné en quelque sorte qui est la diversité des opinions et des intérêts, de se préoccuper de l'harmonie intérieure d'une unité politique et de sa sécurité extérieure. Voilà un peu tous les paramètres qui sont vraiment les paramètres de base de la politique et qui sont complètement absents dans le modèle catastrophiste. Puisqu'on oublie le rapport de force, on oublie l'idée d'arbitrage et puis on oublie aussi le fait qu'il y a des gagnants et des perdants. Il y a cette idée que tout le monde est perdant si on laisse les choses s'aggraver. Donc que ce soit d'ailleurs sur la question climatique ou la biodiversité, etc., on va dans le mur en quelque sorte et on y va tous, effectivement, on est sur le même vaisseau planétaire. Et ce qui semble en découler pour certains catastrophistes, c'est que du coup l'alternative, et la seule alternative, c'est pour éviter ce tous perdant, on aura un scénario qui sera lui tous gagnant. Or, ce dont il faut être conscient, c'est qu'aucun scénario de transition, même réussi, ne nous amène à être tous gagnants. Quand Aurélien Barraud nous dit, par exemple, pour essayer de nous faire prendre conscience de la gravité de la situation, qu'on va s'acheminer vers des guerres, avec la question par exemple des réfugiés climatiques, des centaines de millions de personnes qui vont devoir quitter leurs écosystèmes et qui vont venir démultiplier l'invasion migratoire à laquelle les peuples européens commencent déjà à réagir de façon épidermique et légitimement défensive. Donc Aurélien Barraud nous dit mais ça va se démultiplier et donc on va avoir des conflits majeurs. Et qu'est-ce qu'il en déduit? Il nous dit en gros la guerre est inévitable, donc comment éviter la guerre? Donc en fait c'est absurde quand on met à côté à la fois ce constat et cette question. Et la question à se poser c'est la guerre est inévitable, comment essayer de l'atténuer peut-être, mais pas de l'éviter, parce que si on dit qu'elle est inévitable, évitons de nous contredire. Alors, Fabien, comment essayer de la gagner, contre qui allons-nous la mener, etc. Mais là ça veut dire il y a des gagnants, il y a des perdants, quels moyens on met en œuvre, et on est dans une pensée qui est stratégique et qui n'est pas simplement une pensée purement alarmiste en disant il va y avoir un déclic et on va tous ensemble essayer de s'en sortir. Alors Fabien, tu cours plus vite que moi puisque tu annonces déjà énormément de points que nous allons aborder, mais revenons peut-être à ce problème de méthodologie qui nous est posé par le discours médiatique, en tout cas par le débat médiatique, avec d'un côté le GIEC, émanation officielle de l'ONU, qui donc représenterait pour certains la vérité officielle qui ne peut être remise en question, et de l'autre certains instituts comme le Heartland Institute ou le Cato Institute dont on pourra parler par la suite, mais d'un côté les blancs ou les noirs, d'un côté les gentils contre les méchants, d'un côté les sachants contre les ignorants. Et c'est un peu ce qui fait problème aujourd'hui, c'est que nous sommes placés dans
non pas dans une sorte de débat intellectuel, mais de slogan à t-shirt contre un autre slogan à t-shirt. Ça s'est renforcé, je pense, avec Greta Thunberg, ou d'autres individus comme Aurélien Barraud, qui nous affolent sur le cataclysme imminent dans nos sociétés occidentales, et de l'autre, certains qui expliquent que non, il ne s'agit pas de s'affoler, il ne s'agit pas de considérer que le monde court à sa perte. N'est-ce pas là le problème ? N'est-ce pas là le problème entre d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants, d'un côté le GIEC, de l'autre le Cato Institute? On est obligé, dans ce genre de débat, de choisir son camp. Oui, alors il y a plusieurs réponses possibles à la question. Premièrement, quelque chose que j'ai essayé de mettre en avant et qui me semble un problème, c'est cette omniprésence de l'opinion en fait. On doit avoir un avis sur tout. Alors qu'on ait un avis sur les retraites, qu'on ait un avis sur le Burkini, etc. Oui, il y a des sujets de société. Mais la question, est-ce que l'Antarctique fond ou pas et à quel rythme, c'est pas vrai ou faux, c'est pas est-ce que je suis pour ou contre. Donc voilà, il y a un premier problème qui me semble intéressant de dépasser. Mais bon, malgré tout, effectivement, je me trouve embarqué là-dedans puisque je dois moi-même défendre une position. Mais voilà, je préférais montrer que d'emblée, il y avait peut-être un problème et que voilà, on ferait bien tous peut-être d'être parfois un peu modestes. Alors, et pour revenir sur la question que j'ai voulu effectivement mettre en avant, du lobbying en fait, donc j'ai voulu répondre en quelque sorte aux climato-sceptiques qui vont nous dire, et à juste titre, que le GIEC ou que les ONG environnementales qui ont choisi de mettre en avant Greta Thunberg défendent un certain nombre d'intérêts. Alors les écolos diraient c'est l'intérêt général, mais bon, Laurent Mermet nous dit derrière l'intérêt général, il faut quand même essayer de voir quels sont les gens qui vont y gagner, les gens qui vont y perdre. Donc le fait de dire je défends l'intérêt général n'exonère pas de l'étiquette de lobby. Mais ce qui me semblait intéressant, c'était d'aller regarder du côté des climato-sceptiques qui généralement se mettent dans une posture. Alors, je mettais en avant en particulier les climato-sceptiques droitards, disons. C'est quand même là, à valeur actuelle, etc., qu'on a recruté le plus ces derniers temps de personnes hostiles au GIEC, enfin à Greta Thunberg, mais derrière, ce qui est intéressant, c'est plutôt le GIEC. Et tu faisais remarquer, je te coupe juste une minute, tu faisais remarquer que les climato-sceptiques qu'on pensait minoritaires dans le débat médiatique sont en fait tout aussi présents que ceux qui étudient le climat de façon plus officielle, et qu'au contraire, ils n'étaient pas minorés dans le discours. Alors précisément, moi-même, je pensais que c'était l'inverse. Finalement, c'est faux. Alors oui, c'est faux. Alors ça s'est un peu atténué ces derniers temps, mais globalement, alors l'étude à laquelle je faisais référence, c'est une étude de Peterson, qui est un universitaire. Enfin, j'ai plus mes notes sous les yeux, mais je crois que c'est Peterson, donc un universitaire californien qui a publié donc ces dernières semaines, ces derniers mois, une étude qui portait sur environ 100 000 articles parus dans la presse et sur Internet en langue anglophone, enfin en langue anglaise, entre 2000 et 2016. Et il a comparé en fait les auteurs de ces articles, ou les auteurs qui étaient cités dans ces articles, avec leur production scientifique, donc dans la presse à comité de lecture. Et donc il y avait un décalage assez net, alors y compris dans la presse dite mainstream, le Time, etc. Et puis sur Internet, c'était encore plus flagrant. C'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont plus nombreux que les autres, mais alors les chiffres que je cite sont complètement... admettons par exemple qu'ils soient entre 1 et 5% des publications scientifiques qui font des travaux soumis à leurs pairs, etc. Et dans les médias, ils vont être de l'ordre de 20%. Alors les chiffres sont théoriques, mais voilà, il y a une surreprésentation. Et donc, alors elle tend quand même à s'atténuer ces derniers temps, semble-t-il, mais pendant longtemps, on a eu l'impression dans les médias grand public qu'il y avait effectivement, au sein des scientifiques, une controverse avec des camps, avec des arguments de même poids, et avec des laboratoires de part et d'autre, etc. En fait, non, on a un reflet extrêmement déformé quand on se base là-dessus. Et alors, qu'est-ce qui fait la mise en avant, du coup, la question qu'on peut se poser derrière, la mise en avant de ces climato-sceptiques qui, dans le milieu scientifique, sont non pas discrédités, mais enfin en tout cas largement minoritaires, même si parfois ils ont des carrières assez impressionnantes. C'est justement là qu'intervient le lobbying qui est derrière. Et donc c'est pour ça que je tenais à rappeler l'existence du Heartland Institute et du Cato Institute, donc créés respectivement dans les années 80 et 70, qui sont des think tanks idéologiquement on peut qualifier de libéraux et libertariens, qui sont intervenus alors, dans un domaine par exemple qui était globalement la défense des industries face aux différentes réactions de la population en termes d'effets sur la santé et sur l'environnement. Donc, par exemple, le Heartland Institute s'était beaucoup illustré pour essayer de minimiser les effets du tabagisme passif, etc., ou précocité chez les adolescents du passage à la cigarette. Et donc pendant des années ont été ce qu'on appelait parfois des marchands de doute, c'est-à-dire ont essayé de faire passer dans l'opinion. Alors généralement en faisant quoi ? En prenant un médecin, etc., quelqu'un qui avait des titres, et puis en le payant. Alors cette personne-là ne travaillait plus réellement à faire des études, mais avait une présence médiatique pour aller
contredire systématiquement ses collègues. On a eu la même chose sur les pluies acides dans les années 80 et depuis une vingtaine d'années, c'est sur le domaine du climato-scepticisme que le Heartland Institute ou le Cato Institute sont très actifs. Et ça me paraissait intéressant d'évoquer aussi les autres domaines dans lesquels le Cato Institute, par exemple, est très actif. Le Cato Institute, c'est 37 millions de budget annuel, donc ils ont de quoi payer pas mal de gens ici et là. Et donc, en dehors de ce lobbying climato-sceptique, qui va favoriser évidemment les intérêts des industries charbonnières, etc. Il y a aussi chez eux, dans leur esprit libéral et libertarien, une critique de la politique anti-drogue, par exemple. Donc ils vont expliquer à long et à large ou mettre en avant des experts qui vont prôner la dépénalisation des drogues. Et puis également, ces dernières années, même s'ils vont dans le sens de Trump, dans le sens du climato-scepticisme, ils l'ont beaucoup critiqué sur la question de la frontière mexicaine, puisque eux prônent une dérégulation justement de la gestion de l'environnement et vont dans le sens l'immigration est une chance, etc. Donc voilà, c'est un petit avertissement pour les droitards en quelque sorte, qui lisent Valeurs Actuelles et qui disent bah non, les charlatans de l'écologie jouent sur les peurs. Bah, en fait, ceux qui vous vendent le discours climato-sceptique, c'est parfois les mêmes qui essayent de désamorcer votre peur de l'immigration, etc. Donc les conservateurs sont peut-être un peu là les dindons de la farce, pour pas dire les cocus ou les idiots utiles du capitalisme mondialisé qui, si on analyse bien les choses, généralement devraient être considérés pour les tenants de la tradition, de l'enracinement, de la localité, comme des ennemis. Et là, bizarrement, certains à droite vont se faire les alliés de nos ennemis. Tu donnais un exemple intéressant qui revient assez souvent, le Groenland, la terre verte, cette terre où les Vikings se sont installés lors du réchauffement climatique de l'an 1000, puisque le Groenland était une terre à l'époque habitable. Tu utilises cette référence intéressante, on fait un sort aux climato-sceptiques là, mais il ne s'agit pas de tout valider de mon point de vue de ce que dit le GIEC, mais si l'on revient à une pensée un petit peu moins hystérique, quand tu parles du Groenland, tu expliques que les climato-sceptiques utilisent cet exemple. Regardez, au moment de l'an 1000, cette terre était habitable et on pouvait s'installer on pouvait s'installer à cet endroit. N'est-ce pas là le problème ? C'est que beaucoup de gens qui se disent climato-sceptiques et qui remettent en question les conclusions d'un organisme officiel comme le GIEC, ils utilisent ce genre d'exemple, mais pas trop sérieux. Oui, c'est ça. Alors, j'en ai pris quelques exemples. Alors, celui du Groenland, pourquoi il me semble emblématique ? Alors, en tant que médiéviste, c'est quelque chose, l'optimum climatique médiéval, dont j'ai largement entendu parler, qui a été évoqué par exemple, Emmanuel Leroy-Ladurie dans son Histoire du climat, qui met bien en avant. Alors, pour résumer, c'est effectivement la question de la Terre verte, c'est le fait qu'il y ait une amélioration des conditions climatiques, une élévation de la température entre, en gros, le Xe siècle et le XIVe siècle, avec des limites plus ou moins floues, mais enfin, en gros, c'est cette période-là qu'on a appelée généralement l'optimum climatique médiéval. Et l'exemple, en dehors du fait qu'il est mesuré en Europe, on sait qu'il y a effectivement des températures qui sont à ce moment-là plus chaudes que ce qu'elles vont être par la suite, qui en gros sont celles que l'Europe connaît dans les années 90, donc un peu en dessous de celles actuelles, mais enfin comparables. Il y a donc eu entre-temps ce qu'on appelle parfois un petit âge glaciaire. Et pendant cet optimum climatique médiéval, les Scandinaves se sont installés au Groenland et ont nommé cette terre effectivement la Terre verte. Alors, il y avait deux choses que j'ai objectées, que la littérature sur le sujet objecte en fait. C'est d'une part l'échelle à laquelle cet optimum est observé. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les articles qu'ils mettent en avant, comparent des courbes. Alors la courbe du GIEC par exemple, à l'échelle mondiale, et puis la courbe de l'Atlantique Nord. Et effectivement, on voit que ça apparaît. Mais justement, l'échelle n'est pas la même. L'optimum climatique médiéval, il est observé pour l'Atlantique Nord. Il est observé, mais avec des limites méthodologiques qui sont quand même assez délicates pour d'autres régions. Parce que là, comment mesurer le climat précisément au XIIe ou XIIIe siècle dans le sud de l'Afrique, etc. On a des sources qui sont assez compliquées à manier. Mais enfin, globalement, en tout cas, il n'y a pas d'assurance d'un réchauffement global. Et puis, alors, ce qui est amusant, surtout, qui est un peu ironique, c'est la mise en avant du Groenland, de la terre verte, comme si en soi-même, l'expression nous montrait qu'on avait une transformation radicale des conditions de vie. Or, le Groenland, à son apogée de peuplement, c'est quelques milliers de Scandinaves qui sont installés dans quelques zones du sud, sud-ouest et sud-est du Groenland. Et terre verte, en fait, c'est quoi ? C'est de la propagande, c'est-à-dire que c'est comme le Cap de Bonne-Espérance, que les Portugais ont appelé comme ça après avoir parlé de Cap des Tempêtes. Si vous voulez aller envoyer des navigateurs là-haut, vous appelez ça Cap de Bonne-Espérance. Si vous voulez que des colons viennent d'Islande et de Norvège et s'installent au Groenland, vous allez appeler ça la terre verte, vous n'allez pas appeler ça le petit coin où peut-être on va réussir à faire pousser 2 ou 3 choses, quoi. Et donc les climato-sceptiques qui souvent se targuent quand même d'éviter la propagande, en fait là tombent à plein dedans, ils prennent au pied de la lettre
C'est comme les publicités pour une zone immobilière, on vous met en avant le domaine des dieux, et puis toute une pancarte avec une infographie qui nous met en avant des parcours absolument idylliques, et puis quand vous achetez votre appartement, c'est pas tout à fait ça. Le Groenland, c'est pareil, quoi. Dans toute ton analyse, tu es revenu sur un élément qui t'est cher, puisque tu nous en as déjà parlé, et qui d'ailleurs n'est pas très abordé par les tenants du GIEC, qui est la notion de démographie. Je pense aux propos de Yves Cochet, qui, je crois que c'était en septembre 2018, avait dit que, eh bien, après tout, l'élément démographique est important, certes, mais de toute façon, ceux qui sont d'abord et avant tout responsables du réchauffement climatique, c'est l'Europe, l'Occident, donc c'est les Blancs, pour faire simple. Donc il est grand temps que les Blancs arrêtent de faire des enfants pour laisser un petit peu de place aux autres. L'élément démographique est une pierre angulaire de ton analyse, a évidemment son importance, mais est-ce que Yves Cochet a raison? Est-ce que par culpabilité historique, mémorielle, les Blancs doivent arrêter de faire des enfants? Ou bien il s'agit de décoller un petit peu de ce genre d'idées et que certains écolos devraient peut-être réfléchir à ce qu'ils disent? Alors Yves Cochet a raison et tort en fait. Et bon, je lui avais répondu, donc je renvoie, mais je vais réexpliquer un peu les arguments principaux dans un entretien que j'avais fait pour le blog d'Éléments dans la foulée, donc ça date de l'automne 2018, on retrouvera ça. Alors l'intitulé était, si je me souviens bien, le nécessaire compartimentage d'une planète saturée. C'était ça l'angle, et effectivement je revenais sur les déclarations d'Yves Cochet, mais d'autres aussi qui mettaient en avant la démographie, mais avec effectivement cette précision chez Yves Cochet qui était de faire de la place pour les migrants. En fait, il y avait aussi cette idée-là derrière. Et donc ce que je lui ai répondu, c'est en fait une vision, pour résumer, géopolitique, c'est-à-dire de tenir compte du fait que si on prend la situation migratoire planétaire en termes de vases communicants et qu'on va laisser les zones à forte pression démographique se déverser sur les zones à faible pression démographique, on aboutit à quoi? Au remplissage optimal de la planète et à faire en sorte que les limites elles soient atteintes au moment où il n'y a pas de vaisseau de secours en quelque sorte. Alors que si on a une vision, ce que j'appelle compartimentée du coup, c'est-à-dire en fait si on tient compte du fait que les hommes doivent être pris sur leur territoire et que les frontières sont a priori des réalités politiques qui ont un sens et qui ne sont pas des obstacles à une sorte de droit à la mobilité généralisée, on se permet d'une part d'agir sur un territoire qui est à notre portée, parce que l'humanité c'est pas un acteur politique, les acteurs politiques c'est les communautés, c'est les gouvernements, etc. Donc sauf jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas 7,7 milliards de citoyens du monde, ça n'existe pas, il n'y a pas de citoyenneté mondiale, il n'y a pas de gouvernement mondial. Et est-ce que la citoyenneté à cette échelle-là a un sens? Relisez Aristote et on verra que non. Et donc il faut reterritorialiser la question et considérer que aussi admettre l'inégalité, c'est-à-dire que si un Malien a une empreinte carbone 100 fois inférieure à celle d'un Européen, tant mieux, et le faire venir en Europe et puis en quelques mois le voir atteindre le niveau de consommation d'un Européen. Quel intérêt? Qui lui n'a pas fait des enfants, finalement oui, on sert de vase d'expansion en quelque sorte. Donc les efforts que nous on fait en termes démographiques, c'est-à-dire une certaine sagesse malthusienne, que moi je considère comme telle, nos gains d'espérance de vie font que les familles nombreuses en moyenne n'ont plus à être le modèle, quoi. Il ne s'agit pas d'aller faire la police des familles, mais voilà, en gros, si on peut être à 2 enfants par femme en moyenne en Europe, c'est quelque chose qui correspond désormais à la baisse de la mortalité infantile, et c'est très bien. Mais si cette sagesse démographique fait qu'en fait on sert à l'expansion du surplus des autres qui n'ont pas eu cette sagesse, on annule complètement nos efforts d'une part, et puis d'autre part, on retarde la prise de conscience dans ces pays-là, puisqu'ils ont une porte de sortie, en quelque sorte, c'est chez nous. Alors que si on cloisonne, si on compartimente, parce que chez nous, on va défendre notre précaré, et puis là je pense qu'il y a des tas de raisons pour lesquelles c'est légitime, mais on va aussi donner un signal qui n'est pas inintéressant chez eux, qui vont les amener à trouver leur équilibre par rapport à leur écosystème. Et donc, ce que nous, on a su trouver comme modèle de planning familial et de stabilité démographique, ils iront plus vite dans cette direction si ils n'ont pas de porte de sortie, en quelque sorte. Et donc, la situation sera régulée plus tôt que dans cette saturation globale de la planète. Et il sera trop tard quand on sera à 12 milliards, par exemple. Non, là, on pourra plus se dire, et si on essayait de réguler la démographie? Donc, si on le fait maintenant, il y a peut-être une marge de manœuvre. Oui, nous arrivons, Fabien, vers la fin. Nous allons essayer de retomber sur nos pattes en revenant finalement à ce qu'on se disait en début d'entretien. Tu as utilisé durant ta conférence la métaphore que j'aime bien, qui est la métaphore de la boussole inversée,
qui consiste à dire thèse, antithèse. Il y a les conclusions du GIEC quant au réchauffement climatique, et de l'autre, il y a les éléments, peut-être moins officiels, mais il y a les éléments qui nous permettent de dire le contraire. Est-ce que ce n'est pas là précisément le problème, ce qui finalement a été le cœur de ta conférence? Comment déterminer notre position, comment déterminer sa position en dehors justement des éléments de slogan, des éléments un petit peu faciles et finalement des opinions. Ton opinion vaut la mienne et ainsi de suite. Est-ce que le climat doit s'arrêter au débat d'opinion, et est-ce que il n'est pas grand temps finalement de dépasser un petit peu ce climat d'opinion qui ne mène pas à grand-chose finalement? Oui, alors là, en fait, ce qui est au cœur de la question aussi, j'avais un peu évoqué ça tout à l'heure là, en début d'entretien, c'est la question de la posture, en fait. Hein, et donc, bon, j'avais rapidement montré qu'il y avait un problème déjà dans le fait de vouloir avoir une opinion, etc. à tout prix. Or, précisément, ce qu'on entend parfois chez les climato-sceptiques, c'est cette idée ils sont un peu à côté, donc ils échappent au troupeau, quoi. Hein. Tout à l'heure, tu parlais de garder les moutons. Hein, il y a cette idée de mouton qui revient justement. Généralement, voilà, je vais pas écouter le courant dominant, et puis je vais avoir un avis personnel, je me suis fait mon opinion, etc. Et puis on se dit, du coup je suis en décalage, quoi, je suis pas dans le courant de l'époque. En fait, peut-être dans la vie en question, on est en décalage, mais dans la posture, pas du tout, parce que avoir une opinion sur tout, redécouvrir l'eau chaude, etc., ne pas hiérarchiser, chacun sa place et chacun son niveau de compétence, c'est justement ce qui est extrêmement pénible dans l'époque en question, quoi. Retrouvons, enfin, si on est un minimum traditionnaliste, etc., non, chacun a sa place, et n'ayons pas un avis sur tout. Alors voilà, je suis en train de donner mon avis, donc je rentre un petit peu là-dedans, mais parce que je pense qu'il y a une réaction nécessaire. Donc voilà, il y a déjà ce problème-là dans la posture. Et puis effectivement, cette idée d'être anticonformiste, je crois qu'il y a une distinction que chacun devrait toujours faire entre l'anticonformisme et le non-conformisme, parce que finalement ça ne mène pas du tout à la même chose. L'anticonformiste, il regarde, il entend un discours dominant, et comme lui il se sent dissident, il cherche quel est le discours inverse, donc c'est la boussole inversée. Et puis forcément, s'il y a quelqu'un qui dit le contraire, enfin s'il y a quelqu'un qui ne doit pas être cru, on va forcément aller prendre le discours inverse, quel que soit ce qu'il dit. Donc avoir une boussole inversée, c'est juste avoir une boussole, quoi. On n'utilise pas l'esprit critique. Alors, la boussole inversée, je sais pas, on parle de BHL par exemple, il y a certainement des choses sur lesquelles BHL ne se trompe pas, mais si on a décidé que c'est une boussole inversée, c'est la paresse intellectuelle. Effectivement, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on ferait bien de prendre le contre-pied, mais parce que notre esprit critique nous a amené à avoir une autre opinion, pas parce qu'on a décidé que c'était la boussole inversée. C'est une paresse intellectuelle qui me semble assez stupéfiante, en fait, cette idée-là. Alors que le non-conformiste, pas l'anticonformiste, il va effectivement prendre du recul. Alors il y a des sujets sur lesquels il ne va pas se prononcer parce qu'il n'a pas les compétences, il n'a pas le temps de travailler, etc. Mais il ne va pas être systématiquement dans ce contre-pied pavlovien. Voilà, j'entends ça, donc je vais me précipiter dans le camp inverse. Et alors c'est particulièrement dramatique justement chez les droitards en quelque sorte, parce qu'il y a une version qui est peut-être plus modérée. Alors le contre-pied pavlovien, bon, ça c'est, on voit quand même les limites intellectuelles. Il y a la version qui est un petit peu plus modérée, je disais, relativiste en quelque sorte, un peu plus sage, voire ponce pilatienne, quoi. Je m'en occupe pas trop, donc on pourrait se dire, il y a une certaine modestie. Puis quand on creuse un peu, ils nous disent, le droitard, qui est climato-modéré, il a d'autres priorités. Et puis quand on lui demande de se prononcer sur la question, parce qu'il me semble que c'est une question importante, il dit, ouais, non, mais le jour où Greta Thunberg va refuser le CETA, là, je pourrais prononcer. Le jour où, en gros, les écolos gaucho-bobo qui nous rabattent les oreilles à coups de réchauffement climatique vont enfin comprendre que la solution par rapport à leurs problèmes, c'est des solutions localistes, des solutions traditionnelles, des solutions enracinées, ou des solutions au moins protectionnistes, des solutions souverainistes. Ce jour-là, enfin, je les écouterai. Et alors le problème, c'est ça veut dire que le droitard en question, le climato-relativiste, il laisse les autres occuper le terrain en espérant que peut-être ils viendront aux solutions que lui proposerait. Mais en fait, pourquoi il ne les propose pas, quoi. C'est alors le parallèle que j'évoquais tout à l'heure, mais qui m'est venu à l'esprit en voyant justement ce genre de posture parmi un certain nombre de mes contacts dans les milieux justement souverainistes par exemple, c'est exactement la même chose qu'un traditionnaliste, un royaliste au milieu du 19e siècle qui était avec son drapeau blanc, voulait rétablir le trône, l'autel, puis voyait la solution évoluer, et puis on lui parle de la question sociale. Alors un certain nombre de catholiques traditionnalistes ont pris conscience de ça, mais imaginons que le traditionnaliste en question se dise, mais les ouvriers là, est-ce qu'ils vont à la messe, les ouvriers dont tu me parles qui soi-disant sont en train de souffrir
de l'exploitation par les patrons, par le capitalisme industriel qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'ils ont crié Vive le roi? Non, ce jour-là, oui, quand ils crieront Vive le roi et qu'ils iront à la messe, je voudrais bien entendre parler de questions sociales. En attendant, non, c'est bon pour les rouges, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc ce sera trop tard. Et donc ce sera trop tard parce que les rouges occupent le terrain. Et donc si le droitard est dans cette position-là, c'est les solutions ou les fausses solutions, sans frontiéristes, égalitaristes, irénistes, etc., des gauchos, bobos, écolos, qui vont l'emporter. Donc si les droitards ou si la droite, si les conservateurs veulent espérer que les solutions localistes traditionnelles, qui sont effectivement les solutions qu'on peut considérer comme étant les mieux adaptées à ces enjeux-là, que ces solutions-là triomphent, il faut que quelqu'un les propose. Ce n'est pas les écolos gauchos bobos qui d'eux-mêmes vont y venir. Oui, et pour conclure, Fabien, tu as employé des termes comme gaucho-bobo, souverainiste, monarchiste, etc. On se rend bien compte, là, alors que nous sommes en train de parler, que tous ces espèces d'oripeaux du langage nous empêchent de penser, puisque nous sommes obligés de choisir notre camp pour des sujets qui nous dépassent largement et qu'il va falloir un moment ou un autre régler si on veut tout simplement que nos petits-enfants vivent dans des bonnes conditions. Donc, n'est-il pas nécessaire de revenir à une vision qu'on appellerait peut-être un petit peu trop facilement de pessimiste, mais que je qualifierais bien plus adroitement de tragique, parce qu'après tout, être tragique, c'est considérer que les choses naissent, les choses vivent et les choses meurent. Les choses sont bien souvent cycliques et que nous devons précisément en faire avec ce cycle de la vie et considérer que les choses sont périssables, arriver à un moment ou à un autre. Donc, redevenir tragique. Oui, alors là, c'est peut-être les limites du catastrophisme. Il faut suffisamment de catastrophes pour faire prendre conscience des problèmes, mais si on en met trop, en fait, on démobilise et on considère que c'est fichu. Donc il faut considérer quand même que dans le dosage, il faut laisser une porte de sortie. Mais en étant clair sur cette porte de sortie, donc voilà, dans un cas, on est tous perdants, mais dans l'autre, on ne sera pas tous gagnants. Donc défendons nos intérêts et puis essayons de survivre dans ces limites-là, en se basant sur les intérêts des uns et des autres, et sans penser qu'on est certes embarqué dans le même bateau, mais qu'il y aura peut-être quand même des gagnants et des perdants, quoi. Donc vision, oui, tragique si on veut, ou réaliste. Oui, vous l'aurez compris, chers auditeurs, être tragique, c'est faire des choix et les assumer. Je te remercie Fabien pour ton intervention. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis jusque-là. Je vous invite à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à la diffuser le plus possible, à l'envoyer à vos amis écolos, à vos amis non écolos, à vos amis catastrophistes, non catastrophistes, climato-sceptiques, ce que vous voulez, comme vous l'entendez. Je vous invite aussi à nous aider si vous en avez la possibilité en allant sur notre page Tipeee. Et comme disait le menhir, la vie commence toujours demain. À la prochaine. Approchez, messieurs, dames, venez vite, c'est une affaire en or. Tous les objets en plastique dont vous rêvez. Nous avons le plus grand assortiment d'objets en plastique. Il y en a qui sont un peu fendus, mais certains ont juste quelques craquelures. Or, c'est simple et acheter du soleil jaune fait avec d'authentiques gerbes de soja. Miettes de soleil à seulement 2 dés le kilo. Vous ne trouverez rien de meilleur marché. Achetez des miettes de soleil. Demandez mes pains de soleil, demandez mes pains de soleil, demandez. Vous qui avez de l'argent, montez, venez m'acheter du soleil vert. Ici, on vend du soleil vert. Ils m'en ont même pas donné un demi-kilo. Je suis resté là à faire la queue toute la seule journée. Ils m'ont même pas donné un demi-kilo. C'est un nom de voir ça. Laissez-moi, lâchez-moi, je vous dis. Vous n'allez pas me boucler par ce marché. Ils vont manquer de soleil vert. Tas d'idiots. Il y a eu des difficultés de transport. Cette foule peut faire une émeute, je sais. J'ai dit que les dégageuses soient prêtes, mais je ne sais pas si je dominerai la situation. Quand vas-tu faire l'annonce? Dès que j'aurai assez de courage. D'ici 5 minutes, je pense. Préviens les autres. Ici la police. Ici la police. Ici la police. Nous vous demandons de vous disperser. Il n'y a plus de soleil vert. On a épuisé tous les stands. Évacuez immédiatement le secteur. Les dégageuses vont arriver. Les dégageuses